Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur et surtout bonne année, ravie de vous retrouver en tout cas avec un programme. Aujourd'hui on va commencer par le focus, la série La famille tout écran est là pour vous accompagner dans l'utilisation de vos ordinateurs, tablettes et smartphones. On y parle fake news, vous le savez, rumeurs, cyberharcèlement ou encore problèmes de sommeil. Et on va continuer à suivre les aventures de Myriam, Erwan et leurs 3 enfants dans leur quotidien hyper connecté dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, bonne année Jeanne Dreyfus, je vous souhaite plein de bonnes choses, qu'elle va être l'objet de cette première chronique de 2025. Eh bien, je vais vous parler de médiation culturelle et de VR. Car en effet, ces technologies immersives nous invitent à pénétrer les chefs-d'œuvre du passé. Alors, écran entre nous ou justement moyen de briser le 4e mur, on se pose ces questions tout à l'heure. Merci beaucoup, Jeanne. Et puis, c'est notre sujet du jour, un sujet qui touche pas moins de 10% des élèves en France. La dyslexie, un trouble de l'apprentissage qui souvent entraîne des difficultés scolaires et peut conduire à des formes d'exclusion, mais qui, heureusement, et c'est une bonne nouvelle, bénéficie aujourd'hui de solutions innovantes. Alors comment la technologie peut-elle venir en aide justement à ces élèves et quelles sont les avancées récentes pour leur permettre de surmonter ces obstacles? On en parle avec notre invité aujourd'hui, Alexandre Descours. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur l'école du futur. Bonne année à vous aussi. Bonne année à vous. Vous êtes chargé de la relation clientèle de Lily for Life et vous êtes venu justement avec un produit révolutionnaire en la matière dont on parle dans un instant, juste après le focus. Vous le savez, les règles clés pour un usage maîtrisé du numérique dans les foyers, c'est évidemment au cœur des engagements du Clémy par le biais de sa série La famille tout écran, avec le nouvel épisode aujourd'hui qu'on va regarder sur ce qu'il ne faut surtout pas publier sur les réseaux sociaux et surtout dans certains contextes. On découvre ça tout de suite. Madame, s'il vous plaît, les patrons vont vous recevoir. Ok, vous allez me priver d'un truc? C'est votre entretien d'embauche, madame. Asseyez-vous. Alors comme cela, vous postulez pour un contrat en alternance. On va vraiment jouer à ça. Candidate rebelle, je le note. Oui, je suis actuellement dans une filière hôtelière et je recherche un contrat en alternance avec mon école pour l'année prochaine. Je vois que vous avez fait du babysitting. J'aide aussi une voisine pour ses courses. Et cette voisine, vous l'aidez en y allant en bikini, à vachie sur un vélo, comme sur votre dernière story? Vous allez vraiment me faire la morale? Ouh là là, sacré tempérament, cette candidate. Tu sais, il n'y a pas que tes amis qui vont voir ton profil Instagram. Oui, il y a aussi beaucoup d'inconnus. Mais oui, il y a plein de patrons qui se renseignent sur les profils des candidats qui postulent. J'y avais pas pensé. C'est se remettre en cause. Un bon point. On veut pas que tu te retrouves avec une étiquette que t'auras beaucoup de mal à enlever. Je vais aller les retirer maintenant, comme ça je suis tranquille. Très réactive. On peut lui proposer une période d'essai. Oui. Certains enfants se mettent en scène de manière explicite sur les réseaux sociaux. Une fois postée, la photo ne nous appartient plus et peut laisser des traces indélébiles. Même quand vous l'avez supprimée. Apprendre à son enfant à bien utiliser les réseaux sociaux, à maîtriser son image et à protéger son identité est essentiel. Par exemple, avoir un compte privé et un pseudo permet de filtrer l'accès aux publications. Désolée, mais je n'ai pas retenu votre candidature. J'ai trouvé d'autres profils de parents bien plus gentils. Enfin, je me demande si elle pousse pas le bouchon un peu trop loin, la petite dernière. Attends qu'elle ait faim, tu verras, on sera vite engagés. Allez, on va parler de la dyslexie maintenant, un trouble qui affecte de nombreux élèves et qui peut rendre l'apprentissage de la lecture particulièrement difficile. Mais face à ce défi, des innovations technologiques prometteuses commencent à faire la différence. Alors comment ces nouvelles solutions peuvent-elles accompagner les élèves dyslexiques et les aider à surmonter leurs difficultés? Ça m'intéresse beaucoup. Vous l'avez vu, on démarre tout de suite dans la première partie du talk. Et justement, à mes côtés pour en parler aujourd'hui, Alexandre Descours. Je rappelle que vous êtes chargé de la relation clientèle de Lily for Life. Et vous êtes venu avec un produit absolument révolutionnaire en la matière, qui a d'ailleurs gagné de nombreux prix, notamment au CES de Las Vegas, décidément. Qu'est-ce que ça fait, Lily for Life, et comment ça fonctionne? Voilà, exactement. Voilà une lampe extraordinaire, un outil incroyable qui est issu d'une découverte scientifique de 2 chercheurs de l'université de Rennes, voilà, qui ont découvert une différence anatomique dans l'œil des personnes dyslexiques par rapport aux normolecteurs. Et suite à cette découverte, eh bien, ils ont mis au point une lumière pulsée
qui va tout simplement aider les personnes dyslexiques à lire et à écrire. Alors, comment ça fonctionne? C'est très c'est la simple. question qu'on se pose tous. C'est une lumière qui émet des scintillements, comme une lumière stroboscopique, dont on va régler la fréquence pour chaque personne dyslexique. Voilà, puisque la dyslexie, actuellement, il n'y a pas de consensus scientifique pour dire la dyslexie, les causes de la dyslexie, c'est ça. On sait qu'il y a une cause cognitive, une cause phonologique, mais ces deux chercheurs ont mis en évidence une cause visuelle. Donc, si l'on fait lire des personnes dyslexiques, et notamment des enfants, sous une lumière stroboscopique dont on aura préalablement réglé la fréquence, eh bien, c'est comme si une dominance oculaire allait être retrouvée. Donc, les fameuses images miroirs. Vous savez, les enfants dyslexiques, lorsqu'ils lisent, ils confondent le B, le P, le M, le N, etc. Et du coup, les faire lire sous une lumière stroboscopique va effacer ces images miroirs et permettre un confort de lecture amélioré, une plus grande fluence, une diminution de la fatigue, et puis surtout, pour les enfants, les élèves qui étudient à l'école, une confiance retrouvée. Oui, bon, c'est quand même assez fou là ce que vous nous présentez. Ce que je comprends bien juste pour poser les détails de la dyslexie, c'est-à-dire que quand vous me parlez d'œil dominant, les enfants dyslexiques ont 2 yeux dominants alors que les autres... Ou alors pas de dominance oculaire. En fait, ces deux chercheurs ont mis en évidence une différence de répartition de certains photorécepteurs dans l'œil des personnes dyslexiques par rapport aux normolecteurs. D'accord, voilà, c'est ce que vous venez corriger en fait. Exactement, exactement. Bon, comment cette technologie, qu'est-ce qui vous a motivé à développer une solution technologique comme celle-ci? D'où est-ce qu'elle vient cette idée-là? Tout simplement, c'est une histoire de rencontre. C'est une histoire de rencontre. La personne, Frédéric Granotier, qui a fondé Lily for Life, a rencontré de manière totalement fortuite ces deux chercheurs, a été passionné, et surtout, ces deux chercheurs étaient dans leur laboratoire, il les a rencontrés dans leur labo, et puis il a vu une pile de courriers qui traînaient dans un coin, il leur a demandé qu'est-ce que c'est que ces courriers? Et les chercheurs ont dit, voilà, ce sont des courriers des parents d'enfants dyslexiques qui ont testé pour la première fois la lumière pulsée. Frédéric Granotier a donc lu ces lettres, a été très ému et a dit, voilà, je pourrais mettre mes compétences entrepreneuriales au service de cette découverte. Et Lily for Life est née, et la lampe Lily que vous avez devant vous. Et pourquoi ça s'appelle Lily for Life? Tout simplement parce qu'avec Lily, je lis et je revis. C'est une lumière qui redonne vie aux personnes dyslexiques. Voilà. Donc, aujourd'hui, pardon, je vous coupe, mais aujourd'hui, vous vous adressez surtout aux jeunes, aux enfants, ou quelque part, c'est une solution, un produit qui peut être utilisé par les adultes aussi? C'est un produit qui est utilisé par tout le monde. On sait bien que la dyslexie, on ne guérit pas de la dyslexie. Ouais, on est dyslexique enfant et adulte, voilà, jusqu'à notre mort. Mais c'est vrai que les enfants sont les personnes qui sont le plus touchées, puisque dans leur période d'apprentissage, ils ont besoin d'avoir des outils pour les aider justement à apprendre. Donc, Lily est développée partout, mais surtout dans les écoles, les établissements scolaires, voilà, pour aider les élèves dyslexiques justement à étudier. Donc quoi que je mette en dessous de la lampe, que ce soit mes notes par exemple ici, ou que ce soit un manuel scolaire, il suffit d'une seule configuration de la lampe pour que ça s'adapte ensuite à tous mes livres, mes contenus que je propose. Exactement. Lors de la première utilisation, on va connecter la lampe avec une application sur un smartphone et tout simplement régler la fréquence des flashs lumineux qui se situe entre 60 et 120 Hz. Au confort de la personne dyslexique. Et ce réglage sera fait une fois pour toutes. Une fois que le réglage est fait, eh bien la lampe mémorise ce réglage et la personne dyslexique, l'élève, a juste à allumer sa lampe et puis à l'utiliser comme ça sur exactement une feuille de papier ou un livre. Ça fonctionne aussi sur l'écran. Voilà, quand on a des petits écrans d'ordinateur, on peut la mettre à côté ou derrière et cela aide à la lecture sur écran. C'est quand même sacrément révolutionnaire. Vous en avez déjà entendu parler, Jeanne? Jamais. Je souffre pas de dyslexie, à ce que je sache. mais peut-être que ce serait le moment de vérifier si je me sentirais mieux avec cette lampe. Est-ce que ça permet à des gens qui ne sont pas dyslexiques de mieux lire, ou est-ce que c'est vraiment... Non, c'est vraiment pour les personnes dyslexiques. Alors, on sait que la dyslexie est très souvent liée à la dysorthographie. Donc, des personnes dysorthographiques aussi peuvent bénéficier de la technologie Lily. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette technologie fonctionne chez 80% des personnes dyslexiques. Ce n'est pas un remède magique. Il y a des personnes qui ne sont pas réceptives à la lumière pulsée. Ce qui est logique, vu que la dyslexie est multifactorielle, il y a différents types de degrés. Mais 80%, c'est quand même assez révolutionnaire et remarquable. Oui, ça c'est sûr. Et comment elle est accueillie, justement, cette lampe, dans les écoles, auprès des orthophonistes aussi? Oui, tout à fait. Eh bien, écoutez, c'est sûr, comme toute nouveauté, comme tout outil un petit peu révolutionnaire, il faut qu'elle fasse ses preuves. Donc, on a besoin de savoir si ça fonctionne.
Actuellement, on est présent dans 8 académies. On a notamment l'académie du Grand Est, de Metz-Nancy, qui la déploie. Il y a plus de 200 lampes qui sont déployées. Ils sont un peu les pionniers. Avec Lily, ils ont développé ça dans leur laboratoire numérique auprès d'élèves de différents âges. Et ils ont pu tester que ça fonctionnait. Il y a des professeurs qui ont mesuré de l'affluence avec des tests très objectifs. Et ils ont vu que leurs élèves faisaient des progrès incroyables. Donc les expérimentations sont plutôt positives. Parce que ça fait combien d'années là que vous travaillez Ça fait 3 ans que la lampe est commercialisée. Il faut savoir, comme vous l'avez dit, elle a gagné un prix au CES de Las Vegas en 2022, prix de l'innovation, dont on est très fiers. Ça, c'est quand même un sacré prix, effectivement. C'est une sacrée reconnaissance. Voilà. Mais, et puis, comme on sait que ça ne fonctionne pas chez tout le monde, elle est distribuée. Nous, on travaille beaucoup avec les établissements scolaires, mais elle est distribuée dans différents lieux. Et notamment, les opticiens se sont emparés aussi de cette technologie. On est distribué par les réseaux Écoutez Voir, notamment, et des opticiens indépendants qui sont très orientés kits d'experts, pour que les personnes justement aient des lieux physiques où aller tester la lampe Lily. Parce que ce qui est important, c'est de pouvoir la tester. Comme on sait que ça ne fonctionne pas chez tout le monde, il est important d'avoir des lieux physiques où ils peuvent aller la tester. Et puis les personnes qui l'achètent sur notre site internet, ils ont 45 jours pour l'essayer, voir si ça fonctionne avec leur orthophoniste ou chez eux. Elle coûte 299 €. D'accord. Voilà. Il n'y a pas d'abonnement ensuite derrière, Non, c'est vraiment un produit qu'on achète comme ça. Parce qu'effectivement, on pourrait se dire que ça pourrait être disponible dans les médiathèques, dans les centres de jeunes, Certaines médiathèques sont déjà dotées d'une lampe Lily, l'ont déployée chez eux justement pour la mettre à disposition des personnes qui viennent lire. Dans les collèges et les lycées, les CDI aussi se sont dotés de lampes Lily et en ont comme ça 1 ou 2 à disposition des élèves dyslexiques qui veulent venir lire. Ouais. Comment ça s'est passé justement ce processus de déploiement dans les académies? C'est intéressant parce que nombreuses sont les entreprises du secteur de l'éducation et du numérique qui viennent justement sur ce plateau et qui rêvent quelque part de travailler avec les académies. Parfois c'est plutôt facile en fonction du produit qu'ils ont, parfois c'est plus compliqué pour d'autres raisons et notamment parce que mettre un produit qui est encore en test quelque part, dont on a envie de prouver l'efficacité, c'est pas toujours évident. Vous, ça a été plutôt, quelque part, est-ce que ce prix au CES de Las Vegas vous a permis d'avoir cette légitimité qui vous a facilité l'ouverture des portes de l'académie? Alors effectivement, ça donne une certaine légitimité, une visibilité, mais ça ne fait pas tout. Ça prend beaucoup de temps pour être connu, on parle de la lampe Lily, pour être déployée, mais c'est vrai que d'avoir certaines académies pionnières, le fait d'en parler, là récemment, Mme Christine François, avec l'académie de Metz-Nancy, a donné une interview justement sur ces outils numériques, dont la lampe Lily qu'elle a pu tester dans son académie. Donc petit à petit, en parlant à droite à gauche, Ça prend effectivement, vous semez de lampes Lily un petit peu partout en France et notamment dans les écoles. Bon, ce que je vous propose, Alexandre, c'est de continuer à en parler dans un instant. D'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet, c'est le Zap et c'est toujours l'œil de Jean Martineau.
est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui, Alexandre Descours. Je rappelle que vous êtes chargé de la relation clientèle de Lily for Life. Alexandre, juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus, qui a une idée derrière la tech. Avec vous, Jeanne, vous allez nous parler de peinture, oui, mais vue en réalité virtuelle, puisque de plus en plus nombreux sont les chefs-d'œuvre du passé à livrer leurs mystères et leurs histoires à travers l'œil de ces technologies immersives. Absolument. Et les studios de production s'appellent Camera Lucida ou Studio Émissive. Et ils organisent des visites guidées, non pas autour des œuvres, mais à l'intérieur même de leur visualisation 3D. Il y a 5 ans déjà, à l'occasion de l'exposition Léonard de Vinci au musée du Louvre à Paris, le pari du Studio Émissive, eh bien, c'était de proposer un tête-à-tête avec la Joconde. Alors, on papotait avec Mona Lisa, elle nous parlait de son bon époux, Francesco Marchand de Soie, qui avait commandé son portrait au peintre le plus célèbre d'Europe. Elle nous parlait de son sourire, évidemment, clin d'œil à son nom, Joconde, Giocondo, qui signifie espiègle en italien. Et pour lui donner vie, le Studio Émissive avait travaillé main dans la main avec le Louvre, consulté des vues en rayon X, en réflectographie, pour rendre chaque couche du vêtement en soie sombre, pour s'accorder au sfumato du peintre de Florence. Ce travail des contours fumés en fait de couches successives qui apporte déjà en soi presque un flou cinématographique. Et ils sont allés jusqu'à recréer le paysage derrière Mona Lisa, paysage imaginaire créé par Léonard de Vinci, étendu par Émissive, tout autour de la loggia créée donc par Léonard. Et donc, je ne voulais pas spoiler, mais en fait, avec cette technologie, on faisait même un voyage à travers ce paysage imaginaire sur un des engins de Léonard de Vinci. Incroyable. C'est donc, c'est un moyen assez extraordinaire pour me comprendre les œuvres d'art du patrimoine. Exactement, c'est la rencontre entre 2 dispositifs de vision, la peinture et l'animation 3D, dont les croisements peuvent être féconds. Alors, pour Claude Monet, par exemple, et l'obsession des nymphéas, Water Lily en anglais, spécial dédicace à votre projet, messieurs, donc fait autour des chefs-d'œuvre tardifs du peintre impressionniste Claude Monet, eh bien la vidéo VR permettait de croiser justement cette peinture tout en demi-ton et en touche allusive de Monet et vue à travers les yeux de Monet lui-même, qui, à l'époque de la réalisation des nymphéas, était en train de perdre la vue à cause d'une cataracte, ce qui explique en partie les palettes bicolores des nymphéas, l'effacement des contours. Et ce médium, eh bien, il permet aussi d'entendre les mots de l'artiste, que là, on n'entend pas, mais on peut l'entendre dire, c'est insupportable, dit-il, cette lumière qui se sauve en portant avec elle la couleur. Et on entend même aussi des extraits de sa correspondance avec Clémenceau, l'homme d'État, qui lui répondait à ses préoccupations, peignez, toujours jusqu'à ce que la toile en crève. Vous m'avez appris à en comprendre la lumière et vous m'avez ainsi augmenté. Croyez pas si bien dire. Est-ce que ça n'empêche pas d'avoir une relation malgré tout, Jeanne, directe avec l'œuvre, ou en d'autres mots, est-ce que ça ne revient pas à mettre un écran entre le spectateur et l'œuvre? Alors ça remplacera jamais l'expérience de l'œuvre elle-même, mais ça correspond à la tradition de l'art à revisiter sans cesse les chefs-d'œuvre du passé. Ça donne l'occasion parfois de créer vraiment des vidéos artistiques en soi. Il y a par exemple un exemple qui s'appelle L'île des morts, à partir du tableau d'Arnold Böcklin, mais film réalisé par Benjamin Nuel. Celui-ci recrée un voyage qui commence à domicile dans un appart dont tous les murs vont tomber un peu comme la réalité, comme une sorte de décor de papier pour donner libre cours à un voyage au pays des morts. Et dans d'autres cas, comme pour un autre film qui s'appelle Le Cri, à partir évidemment du célèbre chef-d'œuvre d'Edvard Munch, ce film-là est réalisé par Charles Hayat et le voyage se fait non pas tant ici à travers l'œuvre qu'à travers l'imaginaire de l'artiste Edvard Munch. Lui, il va être marqué, cet artiste, par l'éruption d'un volcan, Krakatoa, en 1883, qui explique les couleurs rougeoyantes du ciel. Le cri, ce n'est pas celui du personnage, le cri, c'est celui de la nature, celui de la couleur, et c'est aussi celui de cette momie qu'on voit là, péruvienne, que Munch avait vue dans l'exposition universelle de 1889, et qui avait résonné en lui qui était entouré par la mort, celle de sa sœur, qui était morte de tuberculose, celle de son frère, décédé d'une pneumonie. En fait, ce que permettent ces œuvres de réalité virtuelle, eh bien, c'est redonner vie à ces récits qui entourent l'œuvre d'art, et ça leur permet aussi de ne pas se dérober ces récits. Donc on est plus du côté de la médiation culturelle ou de celui du cinéma d'animation? Eh bien, parfois, un peu des deux. En fait, ça dépend du curseur que va faire évoluer le réalisateur. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que ces projets, eh bien, ils sont l'occasion d'associer l'expertise des animateurs de VR, des historiens de l'art et aussi des scénaristes
scénaristes et des acteurs qui vont interpréter les partitions et qui vont nourrir des intrigues qui sont contenues dans les œuvres elles-mêmes, un petit peu en silence, au creux de leur matérialité. Je finirai donc avec un film de Gordon et Andrés Yarak, à partir d'un chef-d'œuvre de Peter Bruegel qui s'appelle Les Jeux d'enfants, daté de 1560. Dans le film, eh bien, on pénètre ce paysage comprenant plus de 200 enfants qui jouent à 83 jeux différents. Et grâce au changement d'échelle que permet la réalisation, grâce au jeu des acteurs aussi, qu'on peut d'ailleurs ce film voir sur Arte 360, on va tenter de résoudre une énigme. C'est la disparition de Girta, l'un des personnages du tableau. Et donc pour ça, on est plongé dans cet univers coloré, populaire de la Flandre du XVIe siècle. Et donc ces vidéos, pour conclure, évidemment, elles n'entendent pas remplacer jamais l'œuvre physique. Elles veulent pas mettre un écran entre soi et l'œuvre. Elles veulent peut-être effacer, faire tomber celui qui existe entre nous et des sociétés lointaines du XVIe siècle et faire de nous un peu ces enfants du tableau de Bruegel jouant à ce 84e jeu qu'est la VR pour garder notre âme d'enfant tout en art. Tout en art, c'est le mot de la fin. Mais moi, vous savez quoi, ça me donne envie justement de jouer avec ces enfants parce que je trouve ça absolument magnifique. Merci beaucoup pour cette chronique et puis on lance ensemble la deuxième partie du talk. Et on continue justement d'échanger avec Alexandre Descours. Je rappelle que vous êtes chargé de la relation clientèle pour Lily for Life. Vous m'avez dit donc que vous travaillez avec des académies notamment pour mettre à disposition votre produit et votre lampe notamment auprès des jeunes, auprès des élèves. Vous avez notamment donc un projet en cours dans les Hauts-de-Seine et une expérimentation, vous me l'avez dit, à Metz-Nancy. Quels enseignements vous en tirez aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, les enseignements qu'on en tire, c'est qu'il faut que les enfants, il faut tester. Il faut que les enfants puissent tester la lampe Lily. Il faut qu'ils soient accompagnés, ça c'est sûr. Donc, nous, on met un point d'honneur à former les professeurs, les instituteurs qui vont mettre à disposition les lampes Lily pour les enfants. Donc, c'est très important de les former pour qu'ils sachent paramétrer la lampe, qu'ils sachent la prendre en main pour la mettre à disposition des élèves et surtout les suivre. Comme dans l'académie du Grand Est, ils ont vraiment mis un point d'honneur à justement tester et à mesurer les effets de la lampe Lily d'un point de vue très objectif aussi. Mesurer la fluidité de lecture, la fluence, mesurer le gain au niveau des notes des enfants, de participation active en classe, et puis surtout, comme je disais, la confiance en soi. Donc, est-ce que l'élève a plus de facilité à lire à l'oral devant ses autres camarades ? Vous partez bientôt par... Dites-moi, Jeanne Dreyfus, vous voulez réagir ? Oui, non, je voulais savoir est-ce qu'on a une idée du pourcentage d'enfants dyslexiques sur une classe de 30 élèves Sur une classe de 30 élèves, c'est à peu près 2 à 3 enfants dyslexiques. Il y a 8 à 10% de personnes dyslexiques dans la population mondiale selon l'OMS. C'est énorme. Et juste une dernière question, est-ce que ça recouvre d'autres 10 cette lampe ou c'est vraiment juste la dyslexie ? Non, c'est vraiment pour la dyslexie et du coup lié à la dysorthographie. Ça aide aussi dans l'écriture. Est-ce que ça pourrait malgré tout, effectivement, c'est une très bonne question, être adapté, faire partie de vos prochaines innovations, de vos prochains produits, de s'adapter Alors nous, on est vraiment, j'allais dire pourquoi pas, pourquoi pas, mais nous, on est vraiment très focus sur la dyslexie. Alors, puisque vous parlez de prochains projets, c'est vrai que suite à des retours d'élèves et de professeurs, on est en train de développer un autre outil qui est un écran d'ordinateur, un écran Lily qui intègre cette technologie de lumière pulsée, qu'on va présenter au CES de Las Vegas au mois de janvier, et qui, on espère, sera déployé dans les écoles. On a déjà quelques écoles, quelques établissements qui nous ont demandé d'être équipés de ces écrans d'ordinateur. Parce qu'on se demande pourquoi justement tous les écrans, tous les ordinateurs, et puis même les lumières sur les plafonds des salles de classe ne sont pas déjà équipés. Est-ce que ça pourrait être Tout à fait, ça pourrait. Je pense qu'il faut y aller step by step, mais c'est vrai que le next step, c'est vraiment l'écran, et puis après les smartphones, les tablettes, pour pouvoir le déployer un maximum dans les écoles, mais aussi dans les entreprises. On n'a pas parlé d'entreprises, et c'est sûr qu'il y a beaucoup de salariés dyslexiques et du coup qui travaillent sur des écrans. Donc on cherche aussi à le développer dans les entreprises. C'est une technologie sur laquelle vous êtes les seuls aujourd'hui en France à travailler ? Exactement. Alors, disons, le brevet, oui, il y a un brevet. En fait, suite à la découverte des deux chercheurs, il y a eu un brevet qui a été déposé sur des lunettes qui sont commercialisées par Atoll, qu'on appelle les Lexilens, et puis le brevet sur les lampes et la lumière pulsée qui est détenu par Lily for Life. Donc, est-ce que, justement, parce que vous me dites que vous partez là dans quelques jours aux États-Unis, est-ce que l'étranger, c'est un marché pour vous aussi ? Tout à fait.
Tout Parce à que fait. les dyslexiques, il y en a partout. Il y en a partout. Ils sont envisagés de différentes manières dans différents pays. C'est vrai que dans les pays anglo-saxons, la dyslexie est plutôt considérée comme un atout, comme une force, plutôt qu'un handicap. Vous savez qu'aux États-Unis, en Angleterre, lorsqu'on est dyslexique, on le fait valoir sur notre CV et on peut être embauché pour ça. Et oui, parce que tout à fait, nous, c'est une de nos missions chez Lily for Life aussi, c'est de donner une autre vision sur la dyslexie. La dyslexie n'est pas d'abord un handicap. Elle est certes une difficulté, surtout lorsqu'on est enfant, durant les périodes d'apprentissage. C'est pas facile. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Il faut pas faire d'angélisme, mais c'est sûr qu'il faut accompagner ces enfants, leur proposer des outils. Mais les personnes dyslexiques sont des cerveaux extraordinaires. On appelle ça des profils neuroatypiques qui ont des qualités incroyables de créativité. On parlait d'art tout de suite. Ce sont des personnes très créatives. Ce sont des personnes qui ont un sens de l'observation, une vision en 3D. Et il faut que ces qualités soient mises en avant et mises en valeur. Mais ça, c'est prouvé par des imageries du cerveau, par la recherche, par la science. Exactement, tout à fait. En ce moment, il y a une chercheuse, un docteur Helen Taylor, qui est en train de faire des études là-dessus, sur ces profils neuroatypiques, et qui est arrivée à ces conclusions que c'est comme dans une ruche d'abeilles. Vous savez, il y a celles qui vont butiner autour, et puis il y a celles qui vont explorer. Eh bien, les profils neuroatypiques, comme les personnes dyslexiques, sont des personnes qui explorent. Ce sont des personnes qui auront les métiers de demain. Et donc, il est important d'avoir cette interaction, justement, entre ces personnes qui exploitent, les premiers de la classe, qui exploitent des données, et ces profils neuroatypiques, comme les personnes dyslexiques, qui explorent. Quel regard, c'est intéressant ce que vous me dites, quel regard vous portez sur la perception qu'on a en France du handicap? Vous me dites qu'en Angleterre, enfin en tout cas dans les pays anglo-saxons, c'est très différent. En France, on a l'impression que... Enfin, moi, je ne connais pas de dyslexique qui m'a dit qu'il ait mis ça sur son CV et qu'il soit faire de lettres. Effectivement, c'est plutôt quelque chose qu'on cache, d'ailleurs. C'est un poids à porter. Dans les entreprises, c'est vrai que c'est plutôt un sujet tabou. On ne va pas forcément dire à notre employeur qu'on est dyslexique. Il faut savoir que la dyslexie est reconnue comme un handicap depuis 2005 en France. Et les élèves bénéficient justement d'aide quand ils sont dyslexiques en classe, des PAP, ce qu'on appelle des PAP, des programmes aménagés, où ils peuvent avoir des dictées à trous, ils peuvent avoir des outils, des tiers-temps, etc. Donc, il y a quand même des choses super qui sont faites en France. Mais c'est vrai que Lily for Life a une voix à porter. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de conférences dans les entreprises, dans les établissements scolaires sur la dyslexie. Voilà. Nous, on a 2 missions chez Lily, c'est promouvoir des outils, comme la lampe Lily et bientôt l'écran, mais aussi d'aller parler de la dyslexie pour proposer une autre vision. D'abord, pas regarder la dyslexie et les personnes dyslexiques comme un handicap. Certes, il y a une difficulté, mais d'abord comme quelque chose à valoriser, des personnes qui ont des qualités et des compétences incroyables. D'ailleurs, sur les réseaux LinkedIn, peut-être vous connaissez les réseaux LinkedIn, quand sur votre profil, vous pouvez cliquer une compétence. Eh bien, si vous allez voir, une des compétences, c'est la pensée dyslexique. Pensée dyslexique. Je suis dyslexique. Je suis, oui, effectivement. Donc on peut le mettre effectivement en avant. Bon, en tout cas, ce qu'on souhaite, ce qu'on espère, en tout cas pour toutes les personnes qui sont atteintes de dyslexie, c'est que effectivement les mentalités changent en France. Est-ce que vous voyez justement quelles sont les questions qui vous sont posées en entreprise ou dans les écoles quand vous parlez de ces sujets-là? Parce que j'imagine que c'est un sujet culturel en France, comme ça l'est différemment en Angleterre ou aux États-Unis. Est-ce que vous changez par exemple votre vocabulaire? Est-ce que vous dites doté de dyslexie plutôt qu'atteint de dyslexie? Bien sûr. Nous, on parle jamais de troubles de la dyslexie, on parle beaucoup de compétences, de qualités, mais encore une fois, il ne faut pas faire d'angélisme. Il y a beaucoup de familles qui souffrent d'avoir un enfant dyslexique, il y a des vraies difficultés lorsqu'on est élève, mais c'est très important justement à ces familles, à ces professeurs, à ces personnes en entreprise, parce qu'il y a une vraie question de management, de dire que les personnes dyslexiques ont aussi et avant tout des capacités, des compétences à faire valoir. Et qu'il faut se servir de ces compétences, partir de là, pour les faire grandir. Et je pense aux élèves, c'est très important. Je citais une petite expérience. J'ai un élève, là, il y a une semaine, qui nous a envoyé un livre. Un élève dyslexique qui utilise la lampe Lily depuis 3 ans. Il vient d'écrire son premier roman. Il a 13 ans. Et à la fin, dans les remerciements, avant de remercier ses parents, il remercie Lily for Life qui lui a permis d'écrire ce livre, voilà, avec cette nouvelle technologie. Mais je trouve ça beau parce que cette créativité, il est parti de sa créativité, de son imagination. Et puis, il a su dépasser cette difficulté. Il a mis 1 an, mais il a écrit un petit livre. Et voilà une belle histoire, en tout cas, pour terminer l'émission. Merci beaucoup, Alexandre Descours, d'être venu aujourd'hui nous présenter donc ce produit absolument révolutionnaire. Et puis, vous viendrez dans quelques semaines nous présenter l'écran, justement, que vous allez présenter là au CES de Las Vegas. Allez, on fait comme ça. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup, en tout cas. Merci aussi à vous, Jeanne Dreyfus, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Encore une très, très bonne année. Ravi de continuer cette émission avec vous. Merci de nous avoir suivis. Et puis, nous, on se retrouve dès demain, toujours dans l'École du Futur, toujours sur School TV et toujours dès 12h30. D'ici là, passez une très bonne journée.